Il est temps de faire le bilan de mes lectures du mois de décembre, un mois qui a été assez chaotique en termes de lecture. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon point lecture du mois de décembre. Il est temps de faire le bilan de ce mois-ci, de vous parler des livres que j'ai pu lire en décembre, de vous parler de quelques petites statistiques. N'hésitez pas à liker la petite vidéo si ce genre de vidéo vous plaît, à laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, mettez des petites flammes en commentaire, je me caille, ça me réchauffera. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines parutions. Vous avez peut-être noté que le décor n'est pas le même, tout simplement parce que j'ai décidé de le tourner aujourd'hui dans le bureau parce que j'étais en train de travailler. C'est la pièce où le chauffage est optimum. Et en vrai, pour certaines vidéos où je m'appuie de mes notes, notamment pour les statistiques, les choses un petit peu comme ça, et c'est vraiment plus pratique parce que j'ai l'écran de PC juste à côté et ça me permet de checker un petit peu mes petites stats et tout ça. Enfin bref, voilà. Je me dis que ça peut être sympa d'intervertir de temps en temps les lieux de tournage pour que vous ayez un petit peu un visuel plus global de mes bibliothèques. On va commencer par les petites statistiques et celles-ci ne sont pas fameuses parce qu'au mois de décembre, je n'ai lu que 8 livres. Et dans ces 8 livres, il y a quand même pas mal de petites romances. Et il faut dire que 8 livres par rapport à ma façon de lire habituelle, c'est vraiment très peu. Je crois que c'est le plus petit score que j'ai pu faire jusqu'ici dans ma vie de lectrice. Oui, je crois que je n'ai jamais aussi peu lu de ma vie. Ce n'était pas l'envie qui n'était pas là, mais en termes de travail, la quantité était acharnée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au mois de décembre, vous avez eu une vidéo par jour. C'est un travail colossal, surtout quand on a son propre métier à côté. Je n'avais pas le temps de lire, clairement. C'était soit je vous faisais le contenu, soit je lisais, et j'avais très très envie de vous faire ce petit calendrier de l'avant, de l'après, puisque j'ai fait jusqu'au 31 décembre. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. Après, est-ce que je remettrai ça l'année prochaine? Je n'en suis pas sûre. Ou peut-être que je ferai quelque chose sous un autre format. Ces 8 livres, ça équivaut à peu près à 4107 pages, ce qui est pas énorme en prenant en compte que je tourne habituellement entre 7 et 8000 pages minimum. Donc voilà, j'ai lu vraiment moitié moins que d'habitude. Donc le nombre de pages est, je trouve, le plus parlant parce qu'on pourrait lire 3 livres de 2000 pages. J'ai jamais lu de livre de 2000 pages entre parenthèses. Et on pourrait lire, je sais pas, 10 livres de 15 pages. Bon, je vais vraiment dans les extrêmes, mais c'est pour vous dire que pour moi, le nombre de pages, c'est vraiment là où je regarde le plus et celui-ci n'est pas du tout convaincant. Concernant les genres littéraires, la romance a été prédominante au mois de décembre. 50% de mes lectures sont de la romance, 25% sont de la romantaisie et 25% sont de la fantaisie. Cela s'explique aussi du fait que, comme je n'avais pas beaucoup de temps pour lire, les moments de lecture, il fallait que ce soit des lectures faciles, des lectures qui me demandent pas énormément de concentration. Et concernant le format préférentiel de lecture, il y a 62,5% de lecture audio, 12,5% de lecture numérique et 25% de papier. Et oui, quand on n'a pas le temps, l'audio, c'est ce qui est le plus facile pour lire actuellement. Tu fais du bruit, toi, avec tes petites patounes? Tu fais du bruit, toi? Tu voulais dire bonjour? Tu voulais dire bonjour? Oui, dis bonjour. Bonjour. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il va falloir que je parle de mes lectures. On va parler lecture. Je vais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus et on va commencer par une supra pépite. Cette pépite est le tome 7 de Kéléana de Sarah J. Maas, le dernier tome de la saga. Et autant vous dire que quitter cet univers pour moi a été juste terrible. Si vous ne connaissez pas Kéléana de Sarah J. Maas, je ne sais pas d'où vous venez. C'est une saga dont on entend énormément parler dans la sphère littéraire. Et croyez-moi que cette saga vaut vraiment le coup d'œil. C'est pour moi la meilleure saga de l'autrice. Je dois dire que j'ai succombé à cet univers dont le premier tome paye vraiment pas de mine à côté de l'immensité de l'univers. Dans le premier tome, on se dit « Oh là là, triangle amoureux, univers de fantaisie plus que basique, déjà vu !»
Mais non, que nenni, que nenni. Vous allez plonger dans un univers incroyable, vous allez découvrir des personnages incroyables, et si vous croyez vraiment qu'il y a un triangle amoureux, vous vous leurrez complètement. L'histoire va bien au-delà de ça, la fantaisie est bien plus importante que la romance dans cette histoire. C'est une rare fantaisie actuellement où il y a très peu de smut pour ceux qui n'aiment absolument pas ça. Franchement, Keleana de Sarah J. Maas, c'est vraiment la masterclass de l'autrice, celle qu'il faut à tout prix découvrir. Et ici, dans ce tome 7, mais l'univers, il est dingue. Sarah J. Maas, elle a créé un monde riche, captivant. Les moindres détails comptent. Les détails des tomes précédents et ainsi de suite vont s'imbriquer pour former, je sais pas, des milliers d'atomes, de neutrons, d'électrons qui vont composer l'univers. Je sais pas dans quoi je m'embarque avec toutes ces métaphores, mais c'est pour vous dire que c'est incroyable. C'est une explosion de choses incroyables. Ce tome, c'est un feu d'artifice, c'est de la magie, c'est des batailles, c'est de la stratégie. Il n'y a aucun temps mort. Le tome fait quasiment 1118 pages. Et croyez-moi que je me suis ennuyée à aucun moment. La plume de Sarah J. Maas, elle est très visuelle, elle est immersive. Les descriptions sont tellement bien écrites qu'on a l'impression de voir les batailles, de ressentir ce que ressentent les personnages. Vous avez l'émotion qui vous monte aux yeux, les petites larmichettes qui ne peuvent s'empêcher de couler. C'est du suspense, c'est de la magie, c'est des batailles, le tout orchestré avec brio. Les relations entre les personnages sont incroyables, les personnages aussi sont incroyables. Si comme moi, vous aviez peut-être du mal avec un ou deux personnages qui vont plus vous énerver avec certaines réactions, actions et tout ça dans les tomes précédents, croyez-moi que à la fin de cette saga, enfin ça a été mon cas, je peux pas parler pour les autres, mais des personnages que vous appréciez pas forcément beaucoup, là vous allez les apprécier du tonnerre, vous allez les kiffer, vous allez aimer voir leur évolution, vous allez aimer les suivre. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a énormément de protagonistes féminines et celles-ci, elles ont toute une utilité dans cette histoire. Elles ont toutes un petit côté badass et elles n'ont pas besoin d'hommes pour exister. Toutefois, les hommes ne servent pas à rien dans cette histoire puisque eux aussi ont leur propre vie, leurs propres objectifs et sont également badass. Chaque personnage a sa propre identité et il n'y a pas besoin d'avoir un couple pour exister. Et s'il n'y avait pas forcément de couple, et ben croyez-moi que la saga, je pense qu'elle pourrait être tout aussi bien. Sachant que quand même les petites romances, ça rajoute un petit quelque chose et je serais déçue qu'elle n'existe pas. Après, dans ce tome, il y a peut-être une ou deux facilités scénaristiques, mais personnellement, ça ne m'a pas dérangée. Tout ce que je retiens, c'est que j'ai pris un pied d'enfer, c'est que je me suis éclatée, c'est que j'ai passé un bon moment, c'est que j'ai été captivée. Les personnages, je les ai tellement aimés. Quitter cet univers pour moi est déchirant. Enfin bref, à la fin de ce tome, j'avais qu'une envie, c'est de lire le tome 3 de Crescent City. Malheureusement, le temps que j'avais devant moi ne me permettait pas de plonger dedans, donc je pense que ça va être un de mes objectifs de ce début d'année, là, de me plonger dans le tome 3 de Crescent City pour rester dans les mondes de Sarah J. Maas qui sont juste incroyables. Pour parler d'une romantaisie, je vais vous parler d'un livre en auto-édition, le tome 2 de Failles de sel et de sang de Eulalie Lombard. J'avais lu le tome 1 l'année dernière et en croisant l'autrice en salon cette année, je lui ai pris son tome 2. Et je vous avoue que, ayant passé un très bon moment avec le tome 1, j'avais vraiment très envie de plonger dans ce second tome, voir ce que ça donnait, voir si c'était quelque chose qui pouvait me plaire. Et si j'ai passé un très bon moment avec cette romantaisie, il me manquait un petit peu de contexte sociopolitique. Mais déjà, de quoi va nous parler Failles de sel et de sang pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette romantaisie auto-éditée. Dans cette histoire, on y suit Nisalia, une jeune femme noble qui est censée épouser plus tard son meilleur ami et prince d'un royaume. Sauf que il faut savoir que les différents royaumes sont en guerre et qu'il y a l'Empire qui essaie d'annexer tous les royaumes à côté et de s'octroyer tous les pouvoirs. Nisalia, c'est une jeune femme assez badass qui aime être sur le champ de bataille, qui aime se débrouiller et surtout qui a des capacités magiques assez particulières et assez badass tout simplement. Mais elles sont à la fois hyper intéressantes mais également hyper dangereuses.
et elle va se faire capturer par le prince Maek, qui est le prince héritier de l'Empire. Entre deux, la cohabitation va être très très compliquée et elle va découvrir 2-3 secrets et voilà, il y a une histoire qui va se développer autour de ça. On a un synopsis de Romantaisie qui est quand même assez bateau, qu'on a l'habitude de voir, mais moi ça c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Je ne cherche pas forcément d'originalité à chacune de mes lectures et actuellement j'ai un très très bon souvenir de ma lecture du tome 1, donc je me suis plongée dans ce tome 2, mais même si j'ai un bon souvenir de ce que j'ai pu ressentir dans le premier opus, ce n'est pas pour autant que je me souvenais de l'histoire dans les détails. Et donc je me suis plongée un petit peu dans ce tome 2 sans savoir totalement où j'allais et j'essayais de me remémorer un petit peu ce qui s'était passé. J'avais les grandes lignes, mais c'est vrai que les détails s'étaient évaporés. Et ici, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très très bonne dose d'action, qu'il y avait des intrigues qui se complexifiaient, mais le manque de détails sur l'univers est quelque chose qui me fait tiquer un petit peu, notamment sur tout ce qui est aspect sociopolitique et les dynamiques des différents royaumes du monde, parce que c'est quand même un petit peu la base de ce pourquoi les gens se battent, hein, voilà. Et j'aime pouvoir m'immerger totalement dans un monde, visualiser vraiment les petits coins créés de l'univers pour pouvoir avoir une réelle vue d'ensemble et une réelle compréhension de tout ce qui se passe. Et il m'a manqué un petit peu de richesse à ce niveau-là. Toutefois, j'ai quand même passé un très bon moment, car la plume de Laly Lombard, je l'avais déjà lue en romance, elle est fluide, elle est captivante, elle est addictive, et personnellement, j'ai lu quasiment d'une traite cet opus, enfin presque d'une traite, pas tout à fait. Et c'est vraiment une lecture facile, qui n'est pas compliquée, et qui se lit toute seule. J'ai pris plaisir, le champ lexical, les actions sont hyper adaptées à une romantaisie. Toutefois, la romance prend quand même vraiment le pas dans ce tome 2. Il y a quelques scènes de smut qui peuvent déranger ceux qui n'aiment pas du tout ça. Et s'il y a des rebondissements, s'il y a 2-3 petits cliffhangers, j'avoue que l'aspect sociopolitique reste en arrière-plan de ce tome-là. Là, on était vraiment sur le développement des sentiments. Et ce tome est pour moi un tome assez transitoire sur ce qui va se passer dans le tome 3. En tout cas, j'ai trouvé les personnages intéressants, je me suis attachée à eux et je lirai le tome 3 avec plaisir. J'ai continué mon ascension de l'univers de Robin Hobb avec le tome 7 des Aventuriers de la Mer. Hop, que je perde pas les petits mots du cadeau de Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui m'a offert ce tome, cette intégrale. Et donc le tome 7, ça correspond vraiment à la première partie de l'intégrale. Je l'ai écouté en audio et je dois dire que j'ai été un chouïa moins emballée. Alors attention, l'univers créé par Robin Hobb, il reste incroyable. Le monde, il est riche en intrigues. Le côté sociopolitique est développé, les intrigues familiales sont également là. Ce tome prépare vraiment le terrain pour la grande conclusion de l'histoire. Et Robin Hobb, je trouve que c'est une autrice qui sait raconter les histoires, qui sait captiver son lectorat, même quand il ne se passe pas grand-chose, même quand on s'ennuie. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait plusieurs longueurs avec un rythme qui était parfois cassant et très inégal au sein de cette partie. Et j'avoue que pour un audio, je l'ai traîné un peu plus longtemps que ce que les audios traînent d'habitude avec moi. Du moins, je vais comparer avec les autres audios de Robin Hobb. J'ai pas forcément été surprise par ce qui se passait dans ce tome 7. J'avais vraiment hâte, en lisant ce tome 7, de voir un petit peu d'action s'intensifier. Et j'espère que ça va être le cas à la fin de ce tome 9. Là où j'en suis, on est encore dans des intrigues. Le tome 8 a été un petit peu mieux, mais j'avoue que j'ai vraiment hâte de terminer les Aventuriers de la Mer. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver Fitz de l'Assassin Royal. Par contre, j'ai apprécié vraiment l'évolution des personnages, notamment du personnage de Malta, qui est un personnage qui était très agaçant, que j'avais envie de tarter dans le tome 1 et les autres tomes. Et je trouve que son évolution est vraiment notable par rapport à d'autres personnages qui restent vraiment campés sur l'opposition et qui ont un petit peu moins d'évolution psychologique et tout ça. Enfin bref, on est vraiment sur un tome de transition qui lance la dernière partie de la saga. Il est temps de vous parler d'un livre dont
L'amour est véhiculé partout autour de lui dans l'atmosphère des réseaux littéraires. Un livre dont vous m'avez fait une propagande de dingue. Un livre que vous avez décidé de m'offrir, enfin que l'une d'entre vous m'a offert. Merci encore à toi, Laurine. Et j'avoue que j'en ai été bouleversée par cette lecture. Allez, le suspense est terminé. Je vous parle de Binding 13 de Chloé Walsh, qui est une lecture incroyable. Déjà, je ne pensais pas autant aimer ce livre parce que les personnages sont jeunes et que ça se passe encore à la période du lycée. Et j'avoue que c'est quelque chose aujourd'hui où j'ai de plus en plus de mal. J'ai 31 ans et de ce fait, je me reconnais de moins en moins dans les thématiques, les sujets abordés quand on suit des lycéens. Dans cette histoire, on va suivre Shannon, une jeune femme qui a dû changer d'établissement parce qu'elle a vécu des choses très dures, elle avait été harcelée. Et elle va arriver dans un nouveau lycée, enfin c'est un lycée mais il y a différents groupes d'âge et la façon dont les niveaux sont représentés sont pas les mêmes qu'en France ou qu'aux US, donc ça peut être un peu perturbant puisque l'histoire se déroule en Irlande. Déjà, ça, c'est un bon point, quelque chose d'assez original qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire, je trouve. Et donc, Shannon, elle va arriver là-bas et elle va rencontrer Johnny. La pauvre, elle va se prendre un ballon sur la tête, ça va l'assommer. Elle va finir dans un état, Johnny va se sentir coupable et tout ça, mais malheureusement, suite à son vécu, sa mère va un petit peu péter un câble. Et Johnny a qu'une envie, c'est de se faire pardonner et il va être touché par la jeune femme. Il aura qu'une envie, c'est la protéger tout en devant rester un petit peu loin d'elle. C'est une histoire qui contient de très très nombreux trigger warnings. N'hésitez pas à vous renseigner. Je ne vais pas forcément vous les citer à l'oral parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les entendre parce que ça spoil des fois les thématiques. Toutefois, si vous avez l'occasion de feuilleter la première page, ils sont notés dessus. Et n'hésitez pas à venir demander un privé des fois si vous voulez vraiment savoir les gros trigger warnings. J'ai vraiment trouvé l'univers du rugby, l'univers du lycée, l'univers familial hyper intéressant, hyper bien développé. Je pensais vraiment découvrir quelque chose d'assez classique en termes de romance et pas du tout. J'ai été prise dans une histoire qui est complètement déchirante où les moments de légèreté ont un poids émotionnel énorme et ça c'est vraiment quelque chose. Ce livre, il est épais pour une romance. On se dit encore une romance, c'est une pavasse, oh là là ça va être rébarbatif, on va tourner en rond, mais absolument pas. On nous dépeint vraiment l'atmosphère familiale de chacun, le vécu de chacun, les émotions de chacun. On a une narration à double point de vue. Et les personnages, ils ont déjà un vécu tellement important par rapport à leur âge qu'en fait, il faut bien ça, croyez-moi. Là, j'ai qu'une envie, c'est qu'on soit au mois d'avril pour pouvoir lire le tome 2. J'ai regardé pour le lire en VO, mais je dois dire que la lecture audio VO, pour une première avec un accent irlandais, c'est pas forcément le plus simple. Cette histoire, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait rire, et des fois les deux en même temps. La plume de l'autrice, elle sait vraiment capturer les moments durs, les moments drôles. Je trouve que c'est une histoire qui est équilibrée et on est dans une romance avec un véritable slow burn. C'est-à-dire que quand on nous vend un slow burn et qu'au bout de ça, les personnages sont ensemble, c'est pas un slow burn. Par contre, quand on vous vend un slow burn et qu'au bout de ça, les personnages sont ensemble, là on est dans un slow burn par exemple. Donc je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Mon cœur a été malmené. Les personnages sont juste incroyables, autant Shannon que Johnny. Et Shannon, j'ai été d'autant plus bouleversée quand on connaît son vécu. Franchement, c'est une lecture avec un poids émotionnel énorme. Et à la fin, je me suis pris un fou rire, mais le fou rire de ma vie. Et après, j'ai déchanté comme jamais. Et le pire, c'est que je m'attendais à ce qui allait se passer. Clairement, il n'y avait aucun suspense, mais j'espérais de tout mon cœur de me tromper. Je savais vraiment où on allait et j'ai fini juste en PLS. Une lecture un petit peu en demi-teinte. J'ai passé un bon moment, mais je m'attendais à autre chose. C'est Un été pour te retrouver, le 4e tome des Seasons de Morgane Moncomble. Je ne vais pas m'attarder sur ce livre. Je ne vais pas m'attarder sur ce résumé, tout simplement parce que au niveau de l'histoire, les thématiques sont hyper intéressantes. Au niveau des personnages, les personnages sont très intéressants. La plume est vraiment bien. Les thématiques sont des choses qu'on voit très peu, mais pour moi, le titre a pas forcément de sens.
ou du moins nous induit en erreur. Le résumé également, mais je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on y suit Jasmine qui va aller à un mariage, elle va y revoir son ex, et en gros, elle va demander à quelqu'un de se faire passer pour son faux mec parce qu'elle n'assume pas. Mais cela va avoir des conséquences, sachant que suite à ce mariage, ils vont devoir tous passer l'été ensemble. Donc il y a une grosse atmosphère Fun Family, et ainsi de suite. Et je n'en dirai pas plus. Mes attentes ont été biaisées par le résumé. Mes attentes ont été biaisées par le titre. Et de ce fait, même si tout ce qui s'y passe et si l'histoire est très belle, pour moi, c'est plus une romance contemporaine qu'une new romance. Voilà. Je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment. Je peux pas développer. Morgane Moncomble, elle maîtrise l'art des mots, elle maîtrise les thématiques. Thématiques qui me parlent. C'est une thématique qui me parle, une thématique qui fait du bien pour les personnes concernées, mais également qui fait du mal quand on est de l'autre côté. Enfin bref. Bon, je crois que je suis désolée, je vais pas pouvoir développer plus sur ce livre. Sachez que c'est très bien écrit, que les personnages sont très bien développés, mais que si ça a été mitigé, c'est que l'histoire ne correspondait pas à mes attentes premières. Alors que si je savais que l'histoire n'allait pas être dans le sens auquel je pensais, j'aurais passé un meilleur moment. Pour continuer un petit peu avec la romance, je vais vous parler de Rebel University, le tome 2 de Alfreda Envy et Alicia Garnier, qui est la suite d'une saga romance université qui est dans l'univers du hockey. Dans le premier tome, on suivait Hunter et Harper. Et aujourd'hui, dans ce tome 2, on découvre Maeve et on découvre Griffin. Griffin et Maeve, on avait un aperçu de leur histoire dans le tome 1 parce qu'on les croise, on sait un petit peu leur vécu. Et maintenant, c'est le moment de développer leur histoire d'amour, de développer cet attachement et ce côté « je ne veux pas t'avoir, je te déteste », ce petit côté enemies to lovers qui n'est pas vraiment un enemies to lovers parce qu'ils ne sont pas vraiment ennemis, mais cette petite rivalité, ce rivals to lovers qu'il y a entre les deux. Et franchement, j'ai passé un très bon moment à retrouver les personnages, à retrouver l'humour, à retrouver plein de petites choses. J'avais adoré le premier opus et je vous avoue que moi, les tomes compagnons ou les spin-offs, c'est pas forcément ce que je préfère. C'est pour ça qu'avant de lire ce tome 2, j'ai laissé passer beaucoup de temps, histoire que le tome 1 s'évapore pas mal de ma mémoire. J'ai les grandes lignes, mais au moins je ne reste pas focus sur mes personnages chouchous. Et si ma préférence va toujours au tome 1, j'ai pris vraiment plaisir à suivre Maeve et Griffin, notamment le personnage de Griffin qui pour moi est un personnage qui est hyper profond. Je regrette juste qu'à côté, Maeve me paraisse un peu plus fade parce qu'elle a été un peu moins développée que Griffin. Après, sa vie fait que il y avait peut-être moins matière à développer aussi. Mais psychologiquement, la portée du personnage de Griffin, elle a vraiment plus d'impact. Et je dois dire que si j'ai passé un bon moment, les premières 50% ont été assez longues parce que les personnages jouent vraiment au jeu du chat et de la souris. Et au bout de 50%, l'histoire bouge enfin, l'histoire se lance enfin. Et après, une fois qu'on est dedans, c'est difficile de décrocher parce qu'il y a de l'émotion. Alicia Garnier et Alfreda Envy, franchement, elles ont fait des merveilles. Elles ont une plume fluide, addictive. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a des moments mignons, il y a des petits clichés qu'on aime voir en romance. Enfin bref, franchement, c'était une très très bonne continuité de saga. Et je pense que j'essaierai de tarder peut-être un peu moins avant de lire le tome 3 de Rebel University. J'ai reçu en service de presse de la part de Nisha, etc. le tome 1 de l'Académie Covette monstrueuse de Eileen Baker, qui pour moi est une romantésie assez mitigée. Dans cette histoire, on y suit Jace, une jeune femme qui a toujours rêvé d'aller à Harvard. C'est vraiment le but de sa vie. Mais un jour, en fait, elle va apprendre qu'elle est issue d'une lignée de mages et qu'elle va devoir aller à l'Académie Covette. Elle va découvrir une nature semi-magique, elle va être enfermée dans cette académie. Et surtout, elle ne va pas forcément s'y sentir à sa place puisque le fait qu'elle soit demi-mage, elle va en souffrir. Il y a des secrets autour de son père, de sa mère, de leur histoire, de ses véritables origines. Et le problème, c'est que dans cette académie, elle ne sait pas à qui elle peut faire confiance, elle ne sait pas à qui elle va pouvoir se fier.
et si surtout elle pourra survivre. Vous l'aurez compris avec ce résumé, l'Académie Covette nous transporte dans un univers qui est assez mystérieux, un univers qui a une ambiance magique qui est vraiment là pour séduire le lecteur. Le cadre de l'Académie, il était vraiment intriguant, il y avait vraiment matière à faire quelque chose d'incroyable. Toutefois, il m'a manqué du contexte, comme des cours, des moments qui peuvent développer ce côté vraiment scolaire, apprentissage magique pour renforcer l'immersion dans cet univers. Et surtout, le petit truc qui m'a gêné, c'est que pour moi, cette romantaisie ressemble un petit peu, vous savez, aux romantaisies qu'on pouvait lire, même si ça n'avait pas cette appellation-là à l'époque. Même au Bitlit, je pourrais dire que je dévourais ado. Je pense notamment aux lectures de la collection Black Moon chez Hachette. Je ne sais pas si vous voyez à quelle collection je fais référence, mais c'était là où il y avait les Twilight, les 16 lunes, le journal d'un vampire, vraiment toutes ces sagas-là auxquelles j'étais très friande, le cercle secret, je pense notamment. Il y avait les âmes vagabondes, voilà, toutes ces petites lectures-là. Et j'avoue qu'il y a un petit côté nostalgique quand on lit ça, mais j'avoue que aussi, aujourd'hui, c'est plus ce que j'aime lire, tout simplement. Après, la plume, je vais pas nier, elle est fluide, elle est addictive, et l'écriture m'a toutefois happée parce que je l'ai lu en 24 heures. Les rebondissements m'ont semblé assez attendus, mais il y a un petit côté mystérieux qui fonctionne bien autour de la magie, et il y a des petites révélations qui maintiennent l'intérêt. Personnellement, ça a été mon cas. Toutefois, il y a d'autres éléments qui se devinent. Il y a des réactions de personnages qui peuvent être assez prévisibles. L'héroïne, elle manque beaucoup de maturité, ça se ressent. Je n'ai pas du tout cru à la romance. Je me suis demandé d'où elle venait en fait, la romance. Pourquoi il y avait une romance à ce moment-là avec ce personnage-là. J'ai pas compris. Je sais pas, franchement. Et par contre, si vous débutez en romantaisie, c'est totalement le genre de lecture qui pourrait totalement vous plaire. Par contre, si vous avez l'habitude d'en lire, si vous avez des petites attentes, je sais pas si ça pourrait vous plaire, mais en tout cas, moi ça m'a fait un petit peu grincer des dents. Je vais terminer ce petit point lecture avec une romance de Noël que j'ai lue, qui traînait depuis un long moment dans ma pile à lire. Il s'agit de Fuck Have, mon Père Noël s'appelle Adam de Caro Emeline, publié chez la collection H. C'est une histoire avec une maman célibataire qui s'occupe de sa petite fille qui est juste incroyable. Et comment elle s'appelle déjà cette petite fille? Je sais plus, j'ai mangé le nom de cette petite fille. Enfin bref, je l'ai trouvée hyper touchante. Et elle tient un petit commerce, elle est très épaulée par la famille et d'autres personnes qui vivent dans le petit village dans lequel on est. Un petit village digne des téléfilms de Noël. Et on a Adam qui est un homme un peu globe-trotteur depuis le décès de ses parents. Il n'a pas envie de s'établir quelque part, il n'a pas envie d'avoir une relation stable. Et surtout, quand son oncle va mourir, je crois que c'est son oncle, il va hériter du commerce de Claire, le fonds de commerce, mais également de l'appartement qu'il y a au-dessus. Il veut estimer un petit peu les biens, donc il va aller dans cette petite ville pendant la période des fêtes de fin d'année. Et c'est là qu'il va tomber sur Claire et sa fille. Et en fait, il va pas réussir à lui dire qui il est, que le propriétaire de ce lieu est mort et que c'est lui désormais le propriétaire et qu'il souhaite vendre puisqu'il ne veut pas avoir d'attache. Sauf qu'en fait, il va se prendre d'affection pour cette petite fille hors du commun, pour Claire, pour cette petite ville. Et c'est là que les ennuis vont commencer, parce que quand deux personnes n'ont pas les mêmes attentes et quand il y a des secrets inavoués, forcément ça pose problème, sachant que Claire, elle a un vécu et elle a vécu des choses avec son ex-mari qui font que quand elle se lance dans une romance, dans une nouvelle histoire, il faut que ce soit vraiment du sérieux. Si vous avez déjà lu du Caro Emeline, vous savez que cette autrice, elle a une plume douce, cocooning, réconfortante, hyper agréable, qui sait immerger le lectorat dans sa lecture. Cependant, moi, je suis pas forcément une grosse lectrice de romances de Noël, vous le savez, c'est ma deuxième de l'année, et la première, c'était un cozy mystery de Noël. C'était même pas une romance pure, parce que j'ai l'impression que toutes les romances de Noël, souvent, se ressemblent. Donc, en fait, j'en lis une ou deux dans l'année, mais je peux pas en dévorer une cinquantaine comme d'autres peuvent faire au mois de décembre. Et j'avoue que Cher Père Noël, je voudrais un mec, c'est une des romances de Noël qui m'a un peu réconciliée avec le genre.
Et donc il y avait énormément de mordants dans Cher Père Noël et je m'attendais à retrouver ce mordant-là, alors que dans ce tome-là, c'était plus de la mignonnerie que du mordant. Alors c'était quand même drôle, il y avait quand même un petit peu des petites punchlines très sympathiques, mais c'est plus subtil, moins explosif. Par contre, pour moi, le point fort de ce livre, ce sont les personnages. Claire, c'est une maman célibataire incroyable. Sa petite fille, c'est une bouffée d'air frais, fan de Hulk, qui se déguise comme Hulk, mais qui adore les licornes, et donc qui a un style vraiment improbable. Je me suis vraiment attachée à elle, mais moi, dès qu'il y a des histoires avec des enfants, ça fait fondre mon petit cœur. Adam, je l'ai trouvé hyper touchant. Enfin voilà, c'est pas une lecture pleine de suspense, c'est pas une lecture originale, mais c'est une lecture qui vous fera du bien, qui vous emmènera passer un bon moment dans l'atmosphère des fêtes de fin d'année avec une vibes familiale. Et franchement, c'est très chouette. On n'en demande pas plus. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous le tourner. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres qui vous tente ou si vous en avez lu certains dans ceux que j'ai présentés. N'hésitez pas à me dire lesquels, si vous les avez aimés ou pas. Je suis toujours curieuse de savoir un petit peu votre ressenti sur les lectures. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!